On réussit jamais tout seul. Avec le recul maintenant, bon, c'est pas facile pour un Français de débarquer en Suisse. Là, dans la grande France du football, dans la grande famille du football, oui. On se demande ce que vient faire ce vilain petit canard. C'était une punition pour les supporters du Chablais. Oui. Qui se disaient, on nous enlève notre équipe. En fait. C'était sans doute la plus belle expérience de ma vie professionnelle. Pendant que je bossais, d'autres faisaient de la politique, et faisaient des réunions dans les caves avec des cagoules pour essayer de renverser le pouvoir. J'ai surmonté. D'autres auraient pu tomber dans la dépression, d'autres auraient pu penser à je ne sais quoi. Passionné de football depuis sa plus tendre enfance, mon invité du jour a été joueur, entraîneur, manager général, président délégué de la Berrichonne de Châteauroux dans les années 70, à l'Évian-Thonon-Gaillard de 2008 à 2013. L'économie du football n'a pas de secret pour lui. Le football n'a pas de secret pour lui. Aujourd'hui, il est revenu aux fondamentaux, la formation des jeunes. Nous sommes aujourd'hui au château de Blonay, à Marin, entre Thonon et Évian, à l'International Center of European Football, en compagnie de Patrick Trottignon. Bonjour Patrick. Bonjour Michel. C'est bon, j'ai bon ? Pour un début, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Passionné de football. Je crois que je suis tombé, comme on dit, quand j'étais petit, je suis tombé dans la bassine. Je parlais des années 70, évidemment, à l'époque où vous étiez jeune, oui, très jeune. C'était à l'époque où j'étais encore lycéen. Et, voilà, c'est ça. Et c'était l'année du baccalauréat, les années 70. Et c'est vrai que j'étais déjà un passionné de football. Je suivais le football de façon très, très approfondie, on va dire. Et puis, je jouais moi-même. Et puis ensuite, j'ai vraiment, depuis cette période, j'ai jamais lâché, quoi. Jamais, toujours autour du football. Toujours autour du football. Et donc, avec des malheurs, des joies et des bonheurs, beaucoup de bonheur. On va en parler de tout ça, parce qu'effectivement, vous avez un parcours quand même qui est impressionnant. Riche, sans doute en émotion, parce que Châteauroux et la Berrichonne, c'est votre premier club, ça, hein? Oui, enfin, c'est mon premier club en tant que responsable majeur d'un club. Voilà. Avant, j'étais surtout joueur, j'étais éducateur, j'ai passé mes diplômes d'éducateur, donc j'ai mes diplômes d'entraîneur. Et puis ensuite, j'ai commencé vraiment à mettre le pied à l'étrier dans le management du sport, on va dire. Non pas à Châteauroux, mais à Bourges. À Bourges. Ça reste dans le Berry, mais c'était à Bourges. Voilà. D'accord. Et ensuite, j'ai fait la connaissance de Michel Denisot en 1989, et c'est là où je dirais que ma carrière a basculé, parce que je suis parti à Châteauroux accompagner Michel Denisot qui lui-même arrivait au club, et avec des ambitions pour le club. Et donc j'ai démarré le Berrichonne avec Michel Denisot en 1989. Dans ces années-là, d'ailleurs, on disait que la Berrichonne, donc Châteauroux, c'était un peu le petit frère jumeau du PSG à l'époque. C'est ça, hein, pas tout à fait, parce qu'en 89, Michel, tout en étant animateur, journaliste sportif de Canal+, à cette époque, le Paris Saint-Germain n'appartenait pas à Canal+. Non, c'est après. C'est en 91. Et c'est en 91 où Michel m'a laissé un peu orphelin, puisque lui, il est parti au Paris Saint-Germain. Voilà. Moi, je suis resté à la Berrichonne, après que nous avions passé 2 ans ensemble, et puis avec bonheur, puisqu'on accédait à la 2e division nationale. Hein. Ouais. Et à ce moment-là, on est devenu effectivement... le petit frère, c'est ça. On n'avait pas d'accord particulier, il n'y avait rien de signé, mais ça se passait comme ça, il y avait déjà, en bonne camaraderie. Puis il y avait déjà visuellement les couleurs aussi. C'est vrai, c'est vrai. On avait les mêmes couleurs, on avait les mêmes maillots, le même équipementier. Donc on avait beaucoup des achats groupés pour les maillots. C'est-à-dire qu'en fait, on avait même obtenu un truc assez exceptionnel, c'est qu'à l'époque, le Paris Saint-Germain avait, en tant que grand club, avait son propre design de maillot que lui avait dessiné la marque Nike, pour ne pas la citer. Oui. Et on avait eu le droit à Châteauroux d'utiliser les mêmes maillots que le Paris Saint-Germain. Voilà. C'était vraiment exceptionnel, parce que c'est un truc qui normalement ne se fait quasiment pas. Oui, non, c'est sûr. Et alors moi, j'ai une anecdote là-dessus quand même sur Châteauroux, Patrick. J'étais avec celle qui allait devenir mon épouse bien plus tard, au milieu des années 90, je ne sais plus précisément la date, peut-être 96 ou 97. Et nous étions en voyage par là en voiture, et on s'arrête un soir à Châteauroux pour dormir. La riante commune de Châteauroux. Joli choix. Oui, très joli choix. Eh bien, écoutez, on n'a pas dormi de la nuit parce que c'était alors, pas pour ce que vous pouvez vous imaginer, on n'a pas dormi de la nuit, Patrick, parce que c'était un soir d'accession à la première division. Ouais, c'est ça, j'y étais. Eh ben moi aussi. Ouais, c'est dingue ça. Oui, c'est une petite anecdote. En fait, et c'est en quelle année ça alors ? C'était en 1997. Ah ben voilà. Ouais, 1997 donc.
Et cette accession s'était faite à Épinal. Voilà. Nous rentrions d'Épinal, oui. donc avec Châteauroux, avec la Berrichonne, et c'était la fête dans la ville. Oui, je m'en souviens très, très, très bien. C'est vrai que c'était assez exceptionnel. Châteauroux en première division. Oui, puis Châteauroux en liesse, en plein milieu de la nuit, c'est pas tous les jours. Oui, parce il a fallu attendre que les joueurs reviennent d'Épinal en avion, donc on est rentré, je sais pas, peut-être vers 1h du matin, et la nuit était longue. Oui, pour moi aussi, vous voyez. Comme quoi. Hein. C'est bien. Et du coup, c'est ce qui nous rapproche, Michel. Oui, ça nous fait un point de contact. Ouais. Et du coup, cette histoire autour de Châteauroux, là, donc vous êtes vraiment Berrichon, hein, enfin, voilà, vous êtes totalement Berrichon, du nord et du sud. Et vous avez fait des études autour du management et des choses comme ça. Hein. Alors moi j'ai fait des études, très curieusement, j'ai fait des études de mécanique. Ah. De mécanique, hein, je suis mécanicien industriel au lycée technique de Vierzon. D'accord. Et ensuite, donc après le bac, j'ai fait un diplôme en 2 années, diplôme d'études supérieures de mécanique. Et ensuite, j'ai fait un DUT de gestion à Bourges. DUT de gestion où là, j'ai appris ce qu'était un peu la gestion. Carrière atypique là quand même. Hein. Un peu le management. Je sais ce que c'est qu'un plan comptable. Je sais. Enfin voilà, ça m'a permis d'avoir une éducation, enfin une formation assez large. Surtout que j'étais plutôt destiné à m'orienter vers le tertiaire que dans l'industrie. Oui. De toute façon, vous êtes un homme de Mais j'ai fait les deux. Vous êtes un homme de contact. Oui, c'est sûr. Avec de l'entre-gens, comme on dit. Hein. Oui, mais enfin bon, après, il faut faire sa vie quand on a 20 ans. Hein. Bien sûr. Et donc, pour cette heure de sport, Châteauroux, vous avez connu plusieurs montées successives. Oui. Avec Châteauroux à l'époque. Oui, bien sûr. Ben, on a commencé. Moi, j'ai commencé. D'abord, j'étais à Bourges. Oui. Donc, alors, il faut savoir que mon histoire personnelle, quasiment, dans le football, démarre un 1er avril. 1er avril 1989. C'est là où, pendant le printemps de Bourges, il y a un match entre Bourges et Châteauroux, à Bourges. Et Michel Denisot vient au match. Très bien. C'était le 1er avril. Non, j'étais déjà manager à Bourges. Okay. J'avais un peu lâché pour des raisons, je vous la fais courte, mais enfin, j'étais déjà dans le management. J'étais passé dans la même saison d'éducateur des équipes qui jouaient ce qu'on appelait à l'époque les cadets nationaux. Oui. Au management, au bureau, parce qu'il y avait eu un départ et le président m'avait demandé de compenser. Voilà, c'est exactement ça. Donc, je commence à m'occuper du management et à ce moment-là, je rencontre Michel Denisot en 1er avril. Et il me dit qu'on fait connaissance, il voit un petit peu ce que j'ai commencé à mettre en place à Bourges. Il me dit, j'ai besoin d'un type comme vous parce que je vais m'engager à Châteauroux. Est-ce que ça vous intéresse ? Moi, ça m'intéresse doublement parce que d'abord, je me dis que suivre Denisot à l'époque, c'est plutôt dans l'air du temps. Oui. Hein, et puis en même temps, mes parents habitent Châteauroux, je suis Castelroussin, moi. Voilà. Donc finalement, puis on reste dans la province du Berry, on ne s'éloigne pas trop. Donc à ce moment-là, je me retrouve 72 heures plus tard ou 48 heures plus tard dans les bureaux de Canal+, rue Olivier de Serres à l'époque, à Paris. Oui, dans la tour, là, l'espèce de tour, dans le 15e. Exactement, on se retrouve 48 heures plus tard, du samedi au lundi. Ouais. Lundi soir, je suis à Paris, rue Olivier de Serres, je rencontre Michel Denisot, je lui dis... ça peut m'intéresser, mais voilà, à telle ou telle condition, parce que moi j'étais marié, 2 enfants, on s'en va pas comme ça. Moi je suis pas un saltimbanque. Hein. Donc finalement, c'était une époque où les influences politiques étaient beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. Et ça c'était le lundi, et le vendredi, Michel me rappelle, il me dit tout est réglé. Voilà, donc maintenant c'est vous qui décidez. Bon, j'ai donc décidé de rejoindre Michel à Châteauroux. Donc Michel vivait à Paris. Moi, j'étais évidemment les mains dans le cambouis à Châteauroux, et c'est comme ça que l'aventure Castelroussine a démarré, et je dirais même mon métier dans le football. Oui, parce que vous êtes un homme de projet, et donc du coup, vous arrivez à Châteauroux, ils sont où ? En quelle division ? Alors, quand j'arrive à Châteauroux, le club est en 3e division. À l'époque, le national n'existait pas. Oui. La 3e division était juste en dessous de la 2e division. Il y avait 1re division, 2e division, 3e division. Ce qui était logique. Et la 3e division c'était multigroupe. Je crois qu'il y avait 4 groupes, comme aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. Donc il y avait 4 montées, 4 descentes. Voilà. Et à cette époque, la 2e division, il y avait 2 poules. Ah, il y avait 2 poules. Oui, il y avait la poule sud, la poule nord, normalement, c'est un peu comme ça. Et donc il y avait 2 descentes dans une poule, 2 descentes dans l'autre. Il y avait 4 groupes de CFA, donc il y avait une montée
une montée par groupe. D'accord. Et donc, la première saison, on reconstruit. Juste avant que j'arrive, le club se sauve in extremis d'une descente en 4e division. Donc, on reste en 3e et à ce moment-là, on a un projet de monter en 2e division sur 2 ans. Et on y arrive. Voilà, tout simplement. Première année, en 2 ans. On finit 4-5e et la deuxième année, on finit premier de la poule et on monte en 2e division. Et la 2e division, vous y restez? Alors, on y reste pas longtemps. Pas longtemps. Parce qu'en fait, en 93, il y a, à l'issue de la saison 92-93, c'est bien ça, il y a le passage de 2 poules à 1 poule. Donc ce qui fait qu'il y a des descentes qu'on appelle administratives. Voilà. C'est-à-dire que administrative, ça veut dire que vous ne descendez pas sportivement, mais vous faites partie du lot. De ceux qui ne devraient pas être là. Bon. Donc ce qui fait qu'en fait, 11e, 12e en fait, puisque les 10 premiers de chaque poule restaient en première division, et puis le 11e et le 12e, ils étaient... C'était les poulies d'or du... ah oui, là, pour le coup, c'était les poulies d'or de la poule. Ça... Et finalement, en fait, on s'est retrouvé dans cette... c'est important, parce que cette année-là, le président de la Ligue de football, c'est Noël Le Graët. Il était déjà là. Hein. En même temps, très impliqué avec le club de Guingamp, en avant, qui se retrouve dans la même charrette que nous. Il y avait Guingamp, Amiens, Louhans-Cuiseaux et Châteauroux. Et c'est cette année où on se retrouve tous dans le bureau de Noël Le Graët pour dire « Ouais, ok, mais... on descend administrativement, c'est quand même lourd pour nous. Et c'est là où est créée l'aide au club relégué. L'aide financière et qui perdure depuis. Qui perdure toujours. Voilà. Donc on a participé indirectement à cette aide. Et donc, on redescend effectivement en 2e division, en 3e division. Oui, 3e, oui. 3e division. Et à ce moment-là, est créé le national. Donc vous descendez en première national. Année du national. On descend pas en 3e, on descend en national. National à 2 poules. Voilà. Donc on se retrouve dans le national à 2 poules et la 2e division n'a plus qu'une poule. Donc la saison 93-94, nous terminons premier de notre groupe de national. D'accord. Et on monte forcément et on joue la finale pour être le titre de champion contre Guingamp à Châteauroux et nous gagnons 1-0. Et donc, sur la coupe qui existe toujours du championnat national, qui est remise chaque année aux vainqueurs, eh bien, le premier vainqueur, c'est la Berrichonne de Châteauroux. C'est la Berrichonne. Et après, vous installez en Ligue 2, enfin à l'époque 2e division. Oui, on s'installe en saison 94-95, donc on remonte en 2e division, 95-96, et on monte en première division 97. À l'issue de la saison 96-97. Donc, ça a été rapide quand même. Oui, c'était rapide, mais c'était aussi le fruit d'un bon travail. Puis en plus, en même temps, on avait donc créé le centre de formation. Oui, parce que je l'ai dit tout à l'heure dans mon préambule, mais vous avez un vrai attachement à ça, à la formation aux jeunes. J'ai un attachement dans le club parce que, en fait, pour moi, ça fait partie d'un modèle économique. Si vous n'avez pas de centre de formation... je veux dire vous ne créez pas de valeur. Vous êtes obligé d'aller chercher les valeurs ailleurs. Alors quand vous avez votre propre centre de formation, vous pouvez créer vos valeurs. Et on l'a bien fait, puisque déjà très rapidement, nous avions formé à cette époque à Châteauroux Florent Malouda et Stéphane Dalmat, qui étaient déjà 2 joueurs qui ensuite ont fait carrière. Stéphane Dalmat est moins connu que Malouda, mais Dalmat a quand même joué à Tottenham et à l'Inter de Milan. PSG aussi, il me semble, au PSG, exactement, au PSG. Et puis Florent Malouda a fait la carrière qu'on lui connaît, Guingamp, Lyon, Chelsea, voilà. Donc, et puis l'équipe de France. Oui, évidemment. Donc c'est les garçons issus du centre de formation de la Berrichonne. Votre travail? Oui, enfin mon travail, vous savez. Moi, je n'aime pas dire jeu parce que c'est quand même un travail collectif. Oui, mais vous avez posé des bases. Oui, et c'est important de préciser ça, Patrick, pour la suite de votre carrière et pour ce que vous avez fait en Chablais. Je suis générateur, mais initiateur. Mais je veux dire, on réussit jamais tout seul. Hein. Quand on monte d'une division à une autre, souvent... on donne les lauriers, on apporte les lauriers à l'entraîneur, on dirait formidable. Bon, derrière un entraîneur, il y a aussi des gens qui travaillent, des adjoints ou autres, il y a des personnels administratifs. Mais l'histoire de l'entraîneur, ça va dans les 2 sens. Et oui, malheureusement pour lui. Quand ça va mal, c'est lui aussi qui paye. Donc c'est normal que quand ça va bien, on lui donne quelques lauriers. Un petit quelque chose. Et donc, cette histoire avec Châteauroux en première division, à l'époque, ça dure longtemps? Non, pas du tout, parce que moi, le hasard fait que la saison 96-97, donc on monte en première division, mais c'est le même moment où Michel Denisot
me propose de diriger le Servette de Genève. Et voilà. Parce que donc, Canal acquiert le Servette de Genève. Je prends ça pour une récompense, oui, en tout cas pour du respect, parce que je connais bien Michel. S'il a proposé à ce que je dirige le Servette, c'est qu'il avait grande confiance, parce qu'il avait sans doute... Oui, parce qu'il y avait un projet derrière, oui, derrière il avait ce rachat. envie sans doute, s'il me choisit, c'est parce qu'il a confiance par rapport à ses patrons à Canal. Donc j'ai bien compris que c'était aussi une petite pression pour moi. Oui. Et donc je pars à Genève en juillet 97. C'est ça. Et là, Genève, c'est pas terrible. Hein. Il s'est passé des... Non, Genève, ça s'est bien passé. Franchement, au niveau sportif, ça s'est hyper bien passé. Non, je sais pas. Genève, d'ailleurs, ça a été... d'abord, on arrive dans un club qui est un club, faut savoir, j'avais l'impression d'arriver dans un grand club européen. Ah oui. En fait, c'était déjà bien organisé. C'était un club très amateur. Ah. C'est un club très amateur. Donc, je veux dire, il y avait un stade qui était un stade d'un autre temps, le stade des Charmilles. Il n'y avait pas de loge, il n'y avait rien, alors qu'il y en avait déjà à Châteauroux. Hein. Donc, je veux dire, on était très en avance là-dessus. Donc, mais néanmoins, on a travaillé, on a créé des loges au stade des Charmilles. Le club a bien avancé. Et puis, vous savez... avec le recul maintenant, c'est pas facile pour un Français de débarquer en Suisse. Hein. Non, mais c'est pas facile du tout. Hein. Je veux dire, on est quand même regardé un peu de travers. Qu'est-ce qu'il vient faire celui-là Parce que du coup, comment ça se passe le rachat d'un club comme ça par un pays ça se passe très bien. Il y avait un propriétaire de l'époque qui s'appelait Monsieur Polanic Weller qui possédait le Servette, qui malheureusement, paix à son âme, est décédé depuis, et il était tombé malade, et c'est comme ça qu'il vend ses parts. Canal Plus rachète, et Canal est propriétaire. Mais vous arrivez là-bas, effectivement, il y a du personnel déjà, j'imagine. Il y a déjà... on a gardé tout le monde. Il y a déjà après, le management était très différent. Je pense qu'on a professionnalisé le club, et puis ça s'est bien passé, puisqu'on est devenu champion de Suisse en 99, on va dire. 99, on va s'adapter au pays. En 99, vainqueur de la Coupe en 2001, et depuis, Servette attend toujours la Coupe et le titre. Donc je veux dire, ça s'est plutôt bien passé. Après, ça s'est mal fini parce que il y a eu ça correspond en 2001, 2002, souvenez-vous. Mais comme on vit dans une société où les gens n'ont pas de mémoire, il faut que je vous la rafraîchisse, mon cher Michel. C'est l'époque où Canal+ commence à avoir des grosses difficultés. C'est l'arrivée de Jean-Marie Messier maître du monde. Voilà, qui à ce moment-là a des idées de grandeur et qui fait que le club, la société commence à péricliter. Il faut couper les branches gênantes, dont le Servette. Et ce qui fait qu'en fait le Servette se retrouve dans une situation d'orphelin. Enfin, c'est vraiment le bazar. Et là, je m'en vais. Je repars parce que vous partez de votre propre chef. Oui, parce que j'ai plus rien à faire là. Il y a Canal+, va plus y être. Il n'y a plus y être. Les moyens, ils sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, c'est plus le projet dans lequel j'étais venu. Et puis il y a plus Michel Denisot qui est aux manettes. Il y a plus rien. Donc moi puis il y a Canal+ s'en va, quoi. Oui, parce qu'il y a une vraie amitié donc maintenant de longue date avec Michel Denisot. C'est-à-dire qu'après depuis 1989, on ne se quitte plus. Il y a eu, même s'il était au Paris Saint-Germain, moi j'étais à Châteauroux, mais on avait un lien très fort, comme vous l'avez dit. Et puis ensuite, quand je pars à Genève, il y a le lien qui continue, qui s'amplifie même, parce que le Servette devient également le club filial du Paris Saint-Germain. Ah oui. Carrément, parce qu'on a le même propriétaire. Oui. Donc là, on a encore des relations professionnelles encore plus proches, puisque lui, il est président du Paris Saint-Germain. Et donc on fait des recrutements communs. Et c'est pour ça que ça a marché. Après, quand ça commençait à plus marcher, c'est quand Michel arrête le Paris Saint-Germain et puis que Canal+ commence à se désengage un peu du football. Se désengage un peu du football, enfin des clubs de football. Oui, non. Et donc ça finit mal. C'est vrai que surtout en ce moment, il faut faire attention à ce qu'on dit avec le désengagement du football, autour des droits, etc. Oui, c'est ça. Mais Canal était resté dans... Canal n'a jamais souhaité se désengager de la diffusion du football. Voilà, il s'est désengagé du Servette, peut-être assez légitimement par rapport à leurs moyens du moment. Mais en tout cas, la période était plutôt sympathique. La bonne période de 97 à 2002, moi j'ai passé des très belles années au Servette. Et pareil, alors à nouveau, comme à Château, vous arrivez, alors il n'y a pas une page blanche, et j'ai bien compris que c'est l'équipe, c'est l'esprit d'équipe, mais enfin vous arrivez pour créer quelque chose, une structure, pour mettre en place des choses. Complètement. Et c'est toujours ce que je regrette, c'est que les gens croient que c'est facile. Ils pensent qu'on claque du doigt et que ça tombe du ciel. C'est du travail, c'est de l'imagination, c'est du travail, c'est de la persuasion, parce que certains n'y croient pas forcément. Et en fait, on a créé
je veux dire, j'ai la prétention de dire que l'époque Canal+, je dis pas moi, je dis que la gestion Canal+ à Genève a créé une nouvelle ère, parce qu'il n'y avait pas de loge. On a créé des loges, on a ramené un beau stade maintenant. Oui, on a ramené des sponsors, on a contribué au stade. Oui. C'est le stade, il ne faut pas oublier que si le stade de Genève existe aujourd'hui, c'est grâce à Canal+, qui avait exigé lors de son arrivée en 97, donc, en disant ok, on reprend le club, mais il n'y a qu'une exigence, on veut un stade. Donc c'est là où le Conseil d'État et la dégager un terrain Genève, on fait ce qu'il fallait pour que le stade existe, mais ça a été fait sous l'impulsion de Canal+. Sans Canal+, je ne suis pas sûr qu'il y aurait un stade encore à Genève aujourd'hui. D'accord. Et alors, tout de suite, au niveau résultat, le Servette Actuellement ? Ouais. Ah si, pas mal. C'est bien. Oui, c'est bien. Le Servette est remonté en première ligue suisse, et en Super League, ça s'appelle. Et en fait, c'est plutôt bien. Là, ils viennent de faire une très belle perf le week-end dernier, parce que je suis toujours ça de très près. Passionné. Ils sont allés gagner contre les Young Boys de Berne, qui est leader du championnat, qui était invaincu depuis 2 ans. Vous avez gardé des contacts Oui, bien sûr. D'ailleurs, le président actuel est un bon ami. Voilà. D'accord. Et donc, en 2001-2002, c'est ça, vous claquez la porte? Je claque pas la porte, je m'en vais, parce que Canal+ sortir. Moi, j'ai plus rien à y faire, quoi. Et alors, vous allez où? Je retourne à Châteauroux. Parce qu'il se passe quoi? C'est qu'entre-temps, entre le moment où je laisse Châteauroux et le moment où Canal+ quitte le Servette, la situation financière de Châteauroux se détériore. D'accord. Donc le président de l'époque vient à Genève me rendre visite en me disant: écoute Patrick, il faut que tu reviennes. Donc j'ai un point de chute tout trouvé, quoi. Oui. C'est-à-dire que je retourne à Châteauroux, où là, effectivement, la situation financière est préoccupante. Mais on finit par... Michel revient avec moi également, Michel Denisot, qui en était parti. On revient ensemble. Castelroussin. Hein. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Qui est Castelroussin aussi, lui. Hein. Tout à fait. Et on revient au club en 2002 ensemble. Et là, à ce moment-là, on redresse effectivement le club financièrement. Et en 2004, il nous arrive un grand bonheur, c'est qu'on joue la finale de la Coupe de France. Ah, contre qui alors? Contre Paris Saint-Germain. Ah, toujours. Contre le cousin. Enfin qu'il l'était témoin à l'époque. En tout cas, on joue la finale de la Coupe de France, ce qui pour Châteauroux était un peu exceptionnel, comme l'était la montée en première division. Et là, avec les honneurs, on perd 1-0, but de l'inévitable Paoletta. Paoletta. Et voilà. Et donc Châteauroux rate la marche. Mais néanmoins, c'était l'époque où le finaliste de la Coupe de France pouvait jouer la Coupe d'Europe à condition que l'autre vainqueur soit qualifié. Comme le Paris Saint-Germain était qualifié par le championnat, on a donc Châteauroux a joué en Coupe d'Europe. Et là, j'ai plus de souvenirs du tout. On a fait qu'un petit tour et on est parti, mais on a joué contre Bruges. En Europa League. En Europa League, c'est vrai, l'équipe de l'époque. Mais en tout cas, ça restera... un des faits d'armes de la Contre Bruges en plus, sympa. Contre Bruges, on aurait préféré, à l'époque je me souviens, on aurait préféré tomber sur une équipe d'un championnat un peu plus huppé. Vous savez, les petits pays de l'Est. Là, non, moins huppé alors. Ce qui nous aurait permis peut-être de passer 1 ou 2 tours, mais là, Bruges, c'était trop costaud. Un gros morceau pour nous. Ouais. Donc un petit tour et puis s'en va. Mais vous avez fait goûter à Châteauroux le parfum. C'était pas... c'était une belle expérience. Et cette nouvelle expérience Castelroussine, oui, j'ai fait des progrès, Patrick. C'est rapide. Je maîtrise, hein. Dure combien d'années à peu près? Jusqu'en 2008. 2008, jusqu'en 2008, puisqu'en fait, entre-temps, je fais la connaissance, grâce à Michel Denisot et à un autre personnage important de Châteauroux qui s'appelle Hervé Brossard, qui est dont d'ailleurs le grand-père a été cofondateur du club de la Berrichonne. D'accord. Et donc Hervé Brossard, qui a fait grande carrière dans la publicité, me fait rencontrer Franck Ribou, qui était PDG du groupe Danone. Ouais. Et à ce moment-là, on sympathise. On va dire que ça match. Voilà. Et donc Franck me propose en 2008 de diriger un projet de football dans la région d'Évian. Voilà. Dans le Chablais. Ce qui s'appelle le Chablais. Oui. Et donc j'arrive, et moi j'arrive donc en 2008 dans le Chablais.
Vous connaissiez déjà? Parce que je connaissais un petit peu. Je connaissais un petit peu, mais on s'aperçoit en fait que ça a peut-être changé maintenant, mais quand on vit en Suisse, on vit en Suisse. Oui, surtout à Genève. Ouais, c'est particulier. On vient très peu dans le Chablais. On va un peu à Annecy, mais peu dans le Chablais. Et donc, je connaissais malgré tout, je connaissais un peu quand même. Ouais. Et donc, je m'embarque dans cette aventure avec Franck Ribou. Et là, bon, après. Parce qu'en 2008. C'est beaucoup plus contemporain. L'histoire est un peu plus connue. Ouais, mais peut-être, mais pas tant que ça finalement. Parce qu'en 2008, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un club qui vient d'accéder au championnat national. Donc, à nouveau, on se retrouve en 3e division. Voilà, c'est ça, en 3e division. D'ailleurs, beaucoup de mes amis me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire dans un club de 3e division? Surtout qu'en plus, à l'époque où je me suis engagé, il n'était pas en 3e division, il était en 4e. Ouais, donc c'est un pari. Ouais, c'était j'ai dû m'engager avec Franck au mois de mars-avril. Et on était encore le club était en 3e division. Et à l'époque, qui entraîne ce club? En 4e, pardon. L'entraîneur, c'était Pascal Duprat. Déjà? Ouais, qui entraînait les clubs, le club qui s'appelait Gaillard. À l'époque Gaillard. C'est ça. Et comment ça se crée ce regroupement Evian, Thonon, Gaillard? C'était une exigence du groupe Danone. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Danone a dit, bon, nous, on veut bien vous proposer de mettre un projet en place, mais on a une exigence, c'est que ce soit un club territorial qui rayonne sur toute cette région Evian, Thonon, jusqu'à Gaillard. Donc, ce qui est d'ailleurs devenu le nom du club rapidement, Evian, Thonon, Gaillard. Et donc, une fois que l'exigence de Danone a pu être satisfaite, le projet a vraiment démarré. Et ça se satisfait comment avec c'est des questions administratives. Oui. Il faut que le club de Gaillard a fusionné avec le club de Thonon. Puis ensuite... les politiques n'ont rien à voir là-dedans. C'est vraiment de club à club. Non, au départ, les politiques n'ont rien à voir. Après, il faut quand même qu'il y ait une certaine... je dirais, adhésion des politiques au projet. Mais ça, je veux dire, quand vous avez un leader, une locomotive qui est le groupe Danone et de Franck Ribou, bon, je veux dire, ça se fait tout seul. Sans lui, on n'aurait jamais fait ce projet. Donc ça arrondit les angles. C'est ça. Et donc vous signez sur un projet qui était prévu pour être en 4e division, mais ça monte. Oui, ça monte, oui. Et ça monte vite encore après. J'espérais que ça monte d'ailleurs. Ça monte, oui. Alors après, on a la première saison... donc la saison 2008-2009 quand j'arrive, donc là à ce moment-là on termine 4 ou 5e je crois. Moi quand j'arrive en octobre 2008, parce que j'ai pas commencé la saison, non. Une de mes exigences avait été de dire ok je viens, mais d'abord je voulais que ça se fasse d'un commun accord avec les dirigeants de Châteauroux. Je suis pas un lâcheur. Et puis en même temps je voulais aussi que ça se fasse en total accord avec Michel Denisot. Bon, donc tout ça. C'est votre mentor finalement. Oui, et puis parce que puis on a des relations. Voilà, on n'est pas là pour. Donc tout s'est bien passé. Quand j'arrive en octobre 2008, le club est quasiment relégable. Si vous regardez l'historique. Je n'ai pas les chiffres, mais je vous fais confiance. Donc à ce moment-là, il faut effectivement, avec l'apport de Danone et mon arrivée, on commence à recruter des joueurs, dont des garçons comme Aldo Angoula. On arrive à cette époque-là. Je crois que Nicolas Gousset arrive en janvier. Donc on commence à avoir une équipe qui ressemble un peu plus à quelque chose. Et on finit à une encablure de la montée presque. Je pense que si on avait commencé plus tôt, on serait peut-être monté dès la première année. Et ensuite, à ce moment-là, la deuxième année, on attaque le vrai projet. Voilà, avec là, Stéphane Paille devient entraîneur. Ensuite, Bernard Casoni arrive aussi comme entraîneur. Et là, on accède du national à la 2e division. Et ensuite, de la 2e division à la première, à la Ligue 1. À la Ligue 1. Voilà, toujours avec Bernard Casoni comme entraîneur. Et là, on est un peu le petit pousset quand on arrive dans ces cas-là. Oui, parce que d'abord on s'appelle Evian Thonon Gaillard. Donc, dans la grande France du football, dans la grande famille du football, on se demande ce que vient faire ce vilain petit canard dans le concert des clubs. Il y a Evian quand même. Donc, oui, mais malgré tout, il y a Evian, mais pas d'historique, rien. Non, parce que vous avez la plupart des clubs qui aujourd'hui sont en Ligue 1, ils ont tous un historique. Parce que là, du coup, au moment où vous montez en Ligue 1, il se pose plusieurs problèmes, j'imagine. Problème de stade déjà, où est-ce qu'on joue? Ligue 2 déjà. Déjà Ligue 2. Ah oui, Ligue 2, parce que les exigences de stade sont quasiment les mêmes en Ligue 2. Et puis, donc ça, c'est la première exigence, donc dès la Ligue 2, si j'ai bien compris. Et puis, où est-ce qu'on entraîne une équipe comme ça? C'est ça, on n'avait rien. Oui, parce que... Je me souviens quand je suis arrivé
quand je suis arrivé la première année, quand Pascal Duprat était entraîneur, il avait quasiment les ballons dans le coffre il ne savait pas toujours le soir où il s'entraînait, quoi. Ah oui. Ouais, c'était comme ça, quoi. Et donc, il a fallu qu'on progresse très vite. Alors, ce qui fait qu'on avait créé un peu de façon artificielle, mais des camps d'entraînement successifs. Hein. D'accord. Alors, on s'était installé au début à Saint-Dizdille. Oui, avec l'aide de la ville, d'ailleurs. On avait installé un bungalow, on avait essayé de faire ce qu'il fallait, on avait des vestiaires quasiment dédiés, donc ça commence à ressembler à un truc. Ensuite, on est parti ensuite vers, comment ça s'appelle, Port-Pinard, à Publier, voilà, à Connaît de Sagadrance, là-bas, où il y a maintenant une friche industrielle, pas industrielle, une friche sauvage, sauvage, exactement, qui est plutôt sympathique. Donc c'était une ancienne colonie de vacances, donc on récupère quelques bâtiments pour en faire des vestiaires. Et là d'ailleurs on installe le centre les prémices du centre de formation exactement dans cet endroit-là, avec le réfectoire dans le grand bâtiment en dur. Donc là, on commence à... Vous envoyez des élèves à droite, à gauche, dans les lycées c'est ça, Tonnonais. Donc là, ça commence à ressembler à un club professionnel. C'est encore un peu bric-et-broc, quoi. Mais... Ensuite, on a une petite histoire, c'est qu'à ce moment-là, le centre de Blonay, là où nous sommes, émerge. Voilà. Le projet émerge. Donc, les travaux démarrent. Et on prévoit de rentrer à Blonay vers le mois d'avril mars à avril 2012, je crois, ou 2013. D'accord. Et en fait, à ce moment-là, on a un problème majeur, c'est que les travaux prennent du retard. Et nous avions prévu de quitter Port-Pinard parce qu'on avait une date limite que nous avait imposée le conservateur du littoral, dont la direction est à Paris. Et malheureusement, malgré plusieurs influences politiques, malgré une négociation en cours, il n'a rien voulu savoir. Ce qui fait qu'il a fallu qu'en mars 2013, on bouge. On bouge. Et pour bouger pour quelques mois seulement. Parce que donc avec une équipe de Ligue 1 à l'époque. Oui, Ligue 1. Avec des jeunes. Parce que vous aviez centre de formation, vous aviez des jeunes. Et on se retrouve à devoir bouger rapidement. Donc alors, on a réussi un tour de passe-passe incroyable. La commune de Maxilly nous a permis... La riante commune de Maxilly. Voilà, nous a permis d'utiliser le terrain qu'on a essayé de remettre en état tant bien que mal. On a loué des bâtiments provisoires, des bungalows, mais qui étaient plutôt bien, vestiaires, salle de muscu et tout ce qu'on voulait. Et on a tenu le choc pendant 4-5 mois. Alors ça nous a coûté très cher. Parce que c'est pas simple de déménager comme ça, mais en tout cas, on a réussi cette opération tant bien que mal, en attendant d'émigrer, d'arriver ici à Blonay, où là, par contre, ça devenait, c'était Versailles. Hein. Bah forcément, le château déjà, château de Blonay. D'abord, il y avait le château, et puis c'était Versailles parce qu'on avait des installations dignes d'un club de Ligue 1. Mais ça, c'est une vraie aventure, enfin, pour le coup. Oui, parce que ce que je vous raconte, c'est anecdotique. Oui, mais enfin, c'est ce qui fait la légende aussi. C'est les problèmes qu'on a dû surmonter les uns après les autres et qui paraissent, qui n'ont pas été transmis au grand public à l'époque, mais qui ont été des problèmes qui nous ont causé des soucis. Hein. Et ben, j'imagine. Et donc, alors déjà, sans entraînement fixe, si j'ose dire, avec des lieux d'entraînement un peu disparates. Des lieux d'hébergement pour les jeunes, parce que vous aviez beaucoup de jeunes déjà à l'époque. Ouais, on avait une petite quarantaine de jeunes. Quand même. Quoi. Parce c'est à l'époque où les jeunes commençaient à monter aussi dans la hiérarchie sportive. Les équipes commençaient à jouer dans les divisions nationales. Hein. Donc on avait une équipe en 16 ans nationaux, 18 ans nationaux. Donc c'est vrai qu'il fallait du sérieux quand même. Bien sûr. Donc on avait ça comme problème, et on avait donc cette histoire de stade. Donc Yvian Tonon Gaillard n'a jamais joué. Qui joue à Annecy. A joué à Annecy. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, cela dit, je conviens que c'était aussi une problématique importante, mais quelque part, avec le recul, je dirais que le fait de jouer à Annecy, ça a été une semi-punition, parce que c'était une punition pour les supporters du Chablais, qui se disaient, on nous enlève notre équipe en fait. Parce qu'on a joué à Thonon jusqu'au niveau national. Oui, c'est ça, Puis d'un seul coup,
on vous dit, ah bah, comme c'est la Ligue 2, maintenant, faut aller à Annecy. on vous l'enlève, on va mettre le spectacle ailleurs. Bon, c'était pas de notre fait. Hein. Non, si on avait je eu un pense stade, que les gens, au final, ont bien compris. Après, l'avantage de ce déplacement, il était pas inintéressant parce que ça a aussi permis de créer un maillage et un intérêt du football sur l'ensemble du département. C'est vrai. Ce qui n'aurait pas été le cas si on était resté ici. Parce que le Chablais est enclavé. Oui, on serait resté un peu un club marginal, oui. dans le paysage sportif. Vous dites que ça a ouvert le club. Voilà, le club est parti à Annecy et d'un seul coup, on est devenu le club de la Haute-Savoie. Vous voyez ? Oui. Et puis parce que c'était plus facile pour les gens de la vallée de l'Arve de venir à Annecy, plus difficile pour les Chablaisiens, ça c'est sûr. Moi j'ai des souvenirs avec 2-3 copains qui étaient abonnés ou qui étaient même partenaires, je crois. Notamment Pascal Jacquier, qui venait plus. Si, il venait. Oui, mais ça nous faisait une sacrée trotte. Voilà. Mais moi, j'en avais certains que je connaissais qui ne venaient plus. Ils disaient, moi, je vais pas à Annecy au match pour rentrer à 1h du matin, surtout l'hiver avec les routes difficiles. Et donc, du coup, ça a permis de pénétrer la vallée de l'Arve, vous l'avez dit. Oui, puis surtout d'ouvrir aussi à des nouveaux partenaires. Alors, je pense qu'encore une fois, les malheurs de l'ETG, si on peut appeler ça un malheur, hein, même si j'ai dit que c'était un demi-malheur, demi-punition, aujourd'hui ont aussi permis au FC Annecy de s'ouvrir, de bénéficier de cette image. Parce que les Annéciens, on leur a quand même amené le caviar. Hein. Oui, et on leur a dit que c'était possible. Et voilà. Je pense que je peux penser, je ne dis pas que je ne suis pas en train de faire un cours de marketing sportif, mais je pense que ça a plutôt rendu service. Marketing sportif par Patrick Trottillon, c'est pas mal quand même. Mais ça a plutôt rendu service. Mais je n'ai pas cette prétention de donner des leçons, mais on peut penser. Et du coup, ça nous fait quand même quelques belles saisons, toujours un peu difficiles, mais en Ligue 1. Quand même de belles saisons en Ligue 1. Oui, puis avec encore un fait d'armes, c'est la finale de la Coupe de France. Ma deuxième. Perdue. Il faut que j'en fasse une troisième. Mais j'y étais. Mais voilà. C'était contre Bordeaux. Oui, il y avait 20 000 au Savoyard. Moi, j'ai un souvenir de ça sur l'autoroute. Un stade magnifique. Ouais, pour monter en voiture, j'étais avec ma femme, mes enfants. Toujours la même épouse qu'à Châteauroux. Voilà. Formidable. Mais moi aussi. Super. On s'égare. Et j'ai souvenir sur l'autoroute des voitures avec les drapeaux de l'ETG, avec tout ça. Il y avait une espèce d'engouement. C'était, quand on voit les images aujourd'hui, des morceaux de films qui passent régulièrement pour rappeler l'histoire, c'était assez formidable, ce stade tout en rose, quoi. Et alors, j'ai souvenir aussi d'une réflexion de mon fils qui était jeune, à l'époque, il avait avoir une dizaine d'années, à l'entrée du stade, et il me dit « Ah, mais papa, c'est la foire de Crète !» C'est ça. C'est la foire de Crète. Ouais. Ça parlait d'Io, ça parlait vin blanc, ça parlait... c'est comme quand la Berrichonne est allée en finale en 2004. C'est pareil, j'imagine. C'était aussi la fête au village. Oui, bon. C'était pareil. Et du coup... Puis il y a eu des problèmes sérieux après. La folie des hommes, j'appelle ça. Ouais. Vous pouvez en dire un mot de ça ou vous avez des choses tellement de choses qui ont été dites. Mais justement, là vous êtes partie prenante. Oui, bon après vous savez, moi j'ai une philosophie, c'est que j'ai pas envie de vivre dans le passé parce que ça mène nulle part. On peut tirer des expériences. Mais parfois, je ne suis même pas sûr qu'on l'en tire des expériences. Parce que l'expérience est une torche qui éclaire dans le dos. C'est ça. C'est pour ça. C'est bien dit. c'est tout à fait ça. Ouais. En fait, on peut se faire voir une fois, puis se faire une deuxième fois de la même façon. En disant, je ne m'y ferai jamais prendre, puis on se fait reprendre. En tout cas, là, il s'est passé un truc. C'est sans doute, je dis souvent, c'était sans doute le plus beau... c'était sans doute la plus belle expérience de ma vie professionnelle. Grâce à Danone et à Franck Ribou, qui nous avaient donné des moyens pour nous permettre d'aller très haut, et on y est arrivé. Et puis, malheureusement, la folie des hommes, la folie du pouvoir, la jalousie, tous les défauts, tout ce qu'on connaît, quoi. Tous les défauts qui composent l'être humain, eh bien, ont fait que tout ça a volé en éclats. Voilà, ça... Pour des querelles d'ego, des choses... Tout le monde dit querelles d'ego, je vois pas où est l'ego. En fait. Non, je sais pas moi. Parce que il n'y a pas d'ego. C'était pendant que certains travaillaient, je me mets parmi ceux-là, pendant que je bossais, d'autres faisaient de la politique et faisaient des réunions dans les caves avec des cagoules.
pour essayer de renverser le pouvoir. Non, mais c'est un peu ça, quoi. Et on n'était pas à Bastia. Ouais, mais... Hein, on n'était pas à Bastia, dans les cagoules. non, mais c'était un peu ça quand même. Le truc, c'est que... voilà, et puis certains ont voulu prendre le pouvoir en pensant qu'ils allaient encore faire encore mieux que ce qu'on avait fait. Le groupe Danone dérangeait, parce qu'il disait que c'était en fait... il faisait de la gestion parallèle en disant Trottignon, ça n'est que le pantin de groupe Danone, donc c'est plutôt lui... donc on veut reprendre la main. D'accord. Et ils ont repris la main. Et de belle manière. Pas de souci. Ils ont tellement pris la main qu'en 2016, évidemment, le club a déposé le bilan de sa plus belle mort. Et je pense que c'est un beau gâchis quand même. Hein. C'est un truc incroyable. Mais enfin bon, après, qu'est-ce que je vous dise j'ai rien à dire. Non. Les responsables se connaissent, ils se reconnaîtront. Oui. Le pire, c'est qu'ils vont peut-être vous dire que c'est pas de leur faute, alors que c'est forcément totalement de leur faute. Voilà. Et puis derrière les responsables majeurs se cachent aussi des responsables mineurs qui ont suivi le mouvement, qui ont cru se cacher derrière le petit doigt, mais on les connaît parfaitement. Vous voyez. Et puis voilà, maintenant... Mais c'est vrai que c'est un beau gâchis, parce que c'était un beau projet. C'est un truc, c'est un truc énorme. La preuve, c'est que vous me disiez vous-même, vous êtes allé en famille à la finale de la Coupe de France. Et je voulais juste dire que donnez-moi un autre sport qui permet de réunir 20 000 personnes à Paris pour soutenir son département et son territoire. Eh ben, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Il n'y en a pas beaucoup, non. Et ouais, non. Et parce que c'est un événement exceptionnel, quoi, la Coupe de France. On a failli même jouer la Coupe d'Europe si on avait gagné. Et on était à 2 doigts de pouvoir gagner. Mais attention... Il faut se resituer. Quand on joue la finale de la Coupe de France juin 2013, bon, il y a déjà la gangrène dans le club. Il y a déjà. Oui, c'est extrêmement tendu. On sait déjà que c'est le début de la fin. Ah oui. C'est l'apothéose de la Coupe de France. Mais enfin, on sait déjà que derrière, ça va mal finir. Ça va péter. Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, vous sortez par la petite porte, je sais pas, ou vous claquez la porte. Ah non, faut appeler les choses par le nom. Je me fais virer. Non, je ne pars pas par la petite porte. Non, là, c'est viré. Je suis viré. Donc, ceux qui ont fait ça en portent l'entière responsabilité. D'autant qu'en plus, le vote a été à main levée, donc je sais qui a voté pour et contre. Donc j'ai aucun problème. Et du coup, quasi... Alors bon, vous partez, évidemment. Forcément, quand on est viré, on part. Mais ce que je veux dire, c'est que très très rapidement après, le club explose, implose. C'était normal. C'est normal. Il y avait plus de compétences. D'un instant que vous retirez les compétences, vous retirez les forces vives, parce que Danone était la force vive. En plus, Danone avait toutes les raisons, parce que c'était l'industrie du Chablais. C'était le local de l'étape. Après, vous allez beau chercher des partenaires ailleurs, c'est plus tout à fait pareil. Et puis le désastre aussi, c'est que tous les partenaires commerciaux qui étaient au club, parce qu'il y avait Danone, ont tous quitté aussi. Bien sûr. Donc il y a eu l'effet direct avec le départ de Danone, mais l'effet indirect avec le départ de tous les partenaires qui, eux, ont été là parce qu'il y avait Danone. Bah oui, puis ça crée une synergie. Il y avait une synergie locale. Mais je pense même que s'il n'y avait pas eu ce putsch, on va appeler ça comme ça. Plomb-le comme ça, Patrick. Voilà, ça me plaît, ça. Normalement, c'est en Afrique, les putsch. Mais là, il y en a un. Putsch sur Léman. Voilà, putsch sur Léman. Le putsch sur Léman, s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'aujourd'hui, le club serait toujours en Ligue 1. Et peut-être aurait connu, on ne pourra pas faire l'histoire, mais aurait peut-être connu des passages encore plus glorieux. Et du coup, après cette expérience, alors vous me dites si je me trompe, vous continuez cette fois-ci à Grenoble, c'est ça ? Ouais, mais Grenoble, c'était vraiment... non, c'était un passage très éphémère, parce que c'était plus à l'époque pour, je dirais, pour tuer le temps. Que par conviction. Bon, je suis allé à Grenoble parce que certains partenaires du club y sont allés aussi. Je suis allé avec eux. J'ai dû y rester 6 mois. C'était le club pansement, quoi. Oui, voilà. Parce que j'imagine que cette fin pour vous, en tout cas à l'ETG, la façon dont ça s'est passé, ça a dû être on va dire que on peut pas dire le contraire. C'était une plaie. Mais je répète, ça dépend comment on les constituait, comment les hommes sont faits. Moi, je veux dire, j'ai surmonté. D'autres auraient pu tomber dans la dépression. D'autres auraient pu penser à je ne sais quoi. Moi, j'ai survécu parce que je me suis dit, tant pis, c'est mon destin et puis je vais faire autre chose. Donc, il suffit de s'accrocher, de faire autre chose. Donc, j'ai surtout été consultant au Paris FC pendant 2 années, deux belles années, avec des gens très intéressants, en particulier le président Pierre Ferracci, qui est toujours en place.
avec lequel on communique toujours. Donc vraiment des gens bien. Et j'ai vu que le Paris FC, je ne suis pas étonné du tout de voir aujourd'hui que le Paris FC a un projet pour devenir le deuxième club de Paris. Et encore, quand on dit deuxième club, c'est même un peu dégradant. Pour dire un autre club de Paris. Un autre club de Paris. Puis il y avait le Red Star aussi, serait bien. Voilà. Tout ça fait que j'ai vécu des bons moments et puis ça m'a permis de voir autre chose. Toujours dans le foot. Et puis surtout quand vous êtes à Paris, c'est là où on peut dire ce qu'on veut, mais tout se passe. Ben voilà, vous êtes au centre du monde. Et il y a le centre du monde, c'est Paris ou Châteauroux. Oui. Parce que Châteauroux, c'est le centre de la France. Voilà, c'est ça. Et là, aujourd'hui, on est à Blonay, au centre du Chablais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et autrement, non, c'était bien, quoi. J'ai pas perdu mon temps. J'ai fait des connaissances. Et puis après, il y a un signe du destin qui fait que au moment de la vente aux enchères de Blonay, je suis vraiment pas du tout dans le film. Alors, pas du tout. Mais Pour vous, c'est du passé. Complètement. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, Jean-Louis Escoffier. Oui. Jean-Louis Escoffier, dont on n'a pas parlé, mais qui était déjà là à l'ETG. Voilà, qui était déjà président de l'association quand j'étais président de... Qui est quelqu'un de très actif aussi pour le football. Complètement, très actif pour le football et très actif aussi pour son territoire. C'est quelqu'un d'ici qui d'ailleurs était sur une liste d'opposition au maire actuel, mais qui je crois n'a pas cet esprit d'opposant. C'est quelqu'un qui est... Voilà, c'est quelqu'un qui veut travailler pour son territoire. Et donc Jean-Louis vous appelle ? Jean-Louis, on se rencontre effectivement, et Jean-Louis me dit, écoute, on ne peut pas laisser le club en l'état, il faut qu'on reparte quelque part. Donc ce qui fait que Jean-Louis est courageux, avec quelques amis à lui, faire repartir les jeunes, parce que la fédération refuse à ce que les seniors repartent. Ah. Aussi, sinon les seniors, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien, personne ne pouvait partir. Donc la fédération accepte qu'une nouvelle association soit créée, et qui devient à ce moment-là Thonon, ça s'appelle Thonon et Vian FC. Ça a dû. Non, je crois que dedans il y avait du Savoie. Ouais. Thonon et Vian, Savoie Foot. Ouais, mais c'était un peu long, je ne me souviens pas. Et en fait, Jean-Louis repart donc, avec les catégories de jeunes, et il n'y a pas d'équipe senior. Bon. Et malgré, entre-temps, il se trouve que, encore une fois, le hasard de la vie, je fais la connaissance, par une connaissance commune, de Ravi Truchot, qui lui vit à Miami. Nous nous rencontrons à Paris. Je lui explique ce qu'est les tenants et aboutissants de cette histoire, le centre de Blonay. Et à ce moment-là, Ravi Truchot soumissionne à la vente aux enchères et remporte le gros lot. Voilà. Il remporte Blonay. Et avec un projet de créer une académie internationale de football. Voilà. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans vous tromper, ISEF. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Non, j'étais bon. Avec un accent formidable. Oui, super. Merci. Et donc, du coup, aujourd'hui, Blonay, et ce qui s'y passe, donc l'Institut, etc., de football. International Center of European Football. Super. Vous aussi, l'accent, c'est pas mal. Ça existe. Vous avez des jeunes. On crée ce truc-là. Il y a des passerelles aujourd'hui entre Blonay et Miami. C'est ça. C'est ça parce que M. Truchot, à Miami, il fait déjà la même chose. Oui, alors bon, c'est pas son cœur d'activité. Il a une activité, heureusement, dans laquelle il gagne de l'argent, j'espère pour lui. Et donc le football étant une passion, il a obtenu la concession la licence du Paris Saint-Germain pour les États-Unis. D'accord. Donc il a une grosse école de football à Miami. Environ entre 900 et 1000 enfants. Ah oui, tout de même. Mais moi, à Paris, aux États-Unis, c'est très différent parce que tout est payant, enfin, tout est privé, je veux dire. Donc, très différent. Et donc, à partir de là, pour nous, c'est une plateforme de recrutement pour faire venir des jeunes ici à Évian, sous couvert du fait que la formation française est une des meilleures du monde. Vous faites venir des jeunes Américains, ou en tout cas des jeunes Américains, latinos, il y a des Mexicains, il y a des Portoricains, il y a des Chiliens. Ici, tous les ans, c'est ça. Des promotions. Alors vous avez commencé petit, mais... On a commencé à 15 la première année, et là maintenant nous en sommes à 30. Là, en janvier 2021, avec les nouvelles rentrées, on sera à 35. 35 jeunes. En période Covid, je vais vous dire, c'est miraculeux. Miraculeux, oui. Et on a 45 lits en tout. Je peux parier sans prendre trop de risques. Je peux parier avec ma chemise. Que en fait, je pense qu'on va remplir en septembre prochain. Et donc remplir les 45 lits. Et ça, ils ont quel niveau d'études, ces jeunes ? C'est les garçons qui sont entre 14 et 18 ans, pour la plupart. On a quelques garçons au-delà de 18 ans, on a quelques garçons en dessous de 14 ans, qui suivent des études plutôt américaines,
donc avec des plateformes en ligne, voilà. Nous avons un partenariat avec l'école de Sainte-Croix-des-Neiges à Abondance, voilà, où ils vont 3 fois par semaine. D'accord. Voilà, ils ont 4 demi-journées par semaine avec des profs qui assurent le soutien de leur propre cours en ligne. Ouais. Et puis d'autres, on va dans les lycées modernes et professionnels de Thonon. Voilà. Donc on est bien organisé. C'est une société qui a été générateur d'emplois, puisque maintenant on a beaucoup de personnel entre l'administratif, le financier, le sportif. Combien d'emplois? Aujourd'hui, on est 22 salariés. Ah, tout de même, ouais. 22 salariés au niveau de l'académie seule. Donc Blonay renaît de ses cendres, c'est le phénix. C'est redevenu un petit village. C'est redevenu un petit village dans le grand village. Parce que vous avez quand même une belle structure d'entraînement. Oui, puis on a aussi fait un nouveau terrain. Oui. On a un nouveau terrain, encore la place pour en faire un 4e, ce qui devrait être fait, je pense, dans les 18 mois. Et puis, il y a un projet, une fois qu'on a rempli avec certitude les 45 lits, on a un projet de développement immobilier. Mais ça, je ne veux pas trop m'étendre parce que d'abord, il faut que ce soit discuté avec la commune, avec les communes Oui, parce qu'on est un carrefour ici quand même. De Marin. Ouais, on est un carrefour ici. Il faut obtenir les autorisations. Mais enfin, en tout cas, je pense qu'on ne peut pas interdire à une société de se développer et de ramener de l'activité sur la commune, sur le territoire. On ne peut pas. Enfin, non, on discute en tout cas. D'autant qu'en plus, c'est intéressant parce que c'est un public étranger et qui, en plus, permet de faire fonctionner un petit peu le tourisme local, parce que de temps en temps, il y a des parents qui viennent rendre visite, qui vont séjourner dans les hôtels. Bien sûr. Donc tout ça, il y a une dynamique qui se fait aujourd'hui et qui est plutôt intéressante. Et cette passerelle, donc États-Unis, France, il reste combien de temps les jeunes en France? En général, c'est 10 mois. Ah, tout de même. Ils font un stage de 10 mois qui commence... C'est l'année scolaire, en fait. Ah oui. Septembre, juin. Avec des périodes de vacances, ils peuvent retourner au pays. Là, ils partent. Là, ils partent pour Noël. Parce que les examens aux États-Unis, ils ont passé un examen là, depuis 15 jours. Et au fur et à mesure qu'ils finissent leurs épreuves, ils rentrent. Donc là, actuellement, nous en avions 30. Et là, il n'y en a plus que 4. Donc, on va dire qu'on est en roue très libre. Là, c'est le calme. C'est le calme. Ouais, c'est ça. C'est le calme. Ouais. Eh bien, Patrick, j'étais ravi de cet entretien. Vous m'avez appris plein de choses sur votre carrière. Et suffisamment... j'ai pas tout dit, parce que je ne pouvais pas tout dire. Et surtout, parce que pas tout dire, c'est pas que j'étais interdit de le dire, c'est que il faudrait plus de temps. Mais il faudrait un épisode 2. Oui, mais pour l'instant, déjà, on va se contenter de celui-là, parce que je crois qu'il y a d'autres personnages qui doivent aussi prendre ma place dans les prochaines semaines. Évidemment, Patrick. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre accueil. Je vous remercie de votre passion, parce que vous êtes un vrai passionné de foot, et j'avais envie que les auditeurs de Chablaisien, le podcast, vous entendent et vous découvrent. Merci beaucoup. Très bien. Merci Michel.